Bonjour à toutes et à tous. On approche de la fin de la stratégie commerciale et sur le point communiqué. On a vu dans le dernier module l'identité visuelle. Aujourd'hui, on va parler de la communication et des trois grands objectifs de la communication. Le premier objectif de la communication, c'est d'être connu. Ça n'a rien de mettre en place toute une série d'outils de communication et d'actions de communication si on ne sait pas que vous existez. Donc c'est là-dessus qu'on va se concentrer avant tout. Pour communiquer, pour être connu, et c'est la première grande erreur que j'ai déjà vue dans pas mal d'entreprises que j'accompagne, c'est que bien entendu, on va communiquer à l'extérieur de son magasin. Si vous mettez en place des outils de communication qui servent normalement à être connus et que vous le faites à l'intérieur de votre magasin, c'est un coup dans l'eau, vous avez dépensé de l'énergie, du temps et de l'argent pour rien, puisque les gens sont déjà dans votre magasin, c'est donc qu'ils vous connaissent. Donc, l'extérieur de mon magasin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais pouvoir communiquer chez mes partenaires, histoire de faire jouer les relations, chez mes prescripteurs. Je vous rappelle que le prescripteur, c'est comme le médecin qui prescrit un médicament, c'est la personne qui dit à quelqu'un d'aller consommer chez vous. Typiquement, on pourrait imaginer un médecin qui prescrit et qui propose en tout cas d'aller consommer chez un opticien, une assurance qui propose d'aller chez tel carrossier ou tel garagiste dans telle région. Voici des exemples de prescripteurs. Chez mes fournisseurs, puisqu'ils me vendent quelque chose, ils me connaissent, ils connaissent mon travail, et donc ça peut être intéressant d'avoir un relais. Et puis, chez mes clients, parfois directement, indirectement, donc comment est-ce que je fais en sorte que le client partage auprès de son réseau, de ses contacts ou des gens qui croisent, qu'il consomme chez moi. Bien entendu, à ça, vous pouvez ajouter la communication directe via différents médias et qui n'utilisent pas tous ces relais-là. Et c'est vous qui allez essayer d'aller communiquer directement dans le monde que vous existez. Et donc, pour ça, le premier exemple auquel vous pensez, c'est peut-être les mass médias, donc les médias massifs. C'est la première chose qui nous vient en tête quand on pense à de la pub, à de la communication, presse écrite, journaux, magazines, radio, TV. Tout ça, ça va toucher énormément de gens. Mais qui dit toucher énormément de gens dit que ça va vous coûter évidemment très cher. Je ne sais pas si tu as une idée, Salvatore. Moi, j'avais eu une fois le gars de G-Enjoy qui était venu parler à HEC et il nous avait dit que pour faire une pub sur une page entière du métro, donc vous voyez le métro, c'est ce journal qui est distribué dans les trains, etc. Si vous ne le connaissez pas, c'est que vous ne prenez pas les transports en commun, parce que tous ceux qui prennent le train voient bien ce journal métro. Donc, mass média, on est dans de la presse distribuée à ultra grande échelle, gratuite, donc bien consommée. Je pense que la pub de une page pour un jour dans le métro, c'était 20 000 euros. Donc, on est sur des prix qui sont extrêmement élevés. Alors, c'est peut-être pas grave, parce que si le retour est très intéressant, c'est très bien. Mais la question, c'est de se dire, est-ce que moi, je dois utiliser du mass média si je me lance, vu les prix que ça va engendrer, par rapport au retour que c'est? Parce que si on voit un jour votre page dans le métro une seule fois, est-ce que ça va amener de la conversion, c'est-à-dire que les gens vont transformer cette information qu'ils reçoivent une fois en achat? Ça, c'est pas forcément sûr. Donc, vérifiez bien où vous en êtes dans votre stratégie marketing, où vous en êtes dans vos budgets, avant de vous lancer dans de la presse et dans du mass média, dans de la pub radio, etc. Et donc, choisissez bien aussi votre presse. La presse, elle peut être publique, gratuite, elle peut être payante, elle peut être spécialisée, nationale, locale. Donc, même si on est dans du média de masse, n'oubliez pas de cibler vers où vous voulez communiquer. Outre les mass médias, on a des actions qui sont plus ciblées. On va penser aux toutes boîtes, aux flyers. On va penser à la participation à des événements, des salons, des foires, etc. Ou de l'emailing. Toutes ces actions doivent être réfléchies parce que même si un emailing, ça vous semble gratuit, d'abord, ça n'est pas toujours parce qu'en fonction de ce que vous utilisez comme outil, en fonction de la base de données que vous avez, ça va être plus ou moins payant. Ça va être complexe, donc ça va vous prendre du temps. Si ça vous prend du temps, ben, par définition, ce n'est pas gratuit, puisque le temps, c'est de l'argent. Et donc, voilà, un mailing, ça doit être bien fait. Alors, je reviens au flyer. Un flyer, ça doit être bien fait. Voilà un flyer que j'avais reçu une fois chez John. Je vous en ai peut-être déjà parlé sur sa messagerie vocale, ou je ne sais pas si c'était une classe en live, mais c'est vraiment pas beau comme flyer. Ça n'empêche que ça peut marcher vers certains publics. Hein. Moi, mes voisins sont passés par lui suite à avoir reçu son flyer. Mais
Un flyer, ça doit être travaillé, ça ne peut pas être fait n'importe comment. Pareil, celui-ci, je pense, Salvatore, c'est toi qui l'avais reçu. Ne plus avoir mal aux pieds, avoir de beaux pieds, une bonne pédicure médicale. On est dans un métier qui est un métier médical, c'est une pédicure médicale. Il n'y a aucun symbole ici qui fait penser que cette personne a vraiment des agréments. Il est mis agréé par la mutuelle, mais voilà, c'est pas très travaillé. Je connais même pas son nom, j'ai un numéro de téléphone, je sais pas à qui je m'adresse. Donc vous voyez que ça, balancé dans les boîtes aux lettres, c'est pas toujours super utile. Et donc, en fait, je crois que le message à retenir, c'est quand vous n'avez pas un message percutant à faire passer, les pubs que vous allez faire et qui vont s'additionner dans les boîtes aux lettres, en fait, ne seront même pas lues. Donc, Exactement. ça ne sert pas à grand-chose de dépenser vos sous sur de la publicité toute boîte. Et c'est dommage parce que c'est vers ça que vous vous dirigez le plus souvent. Il faut savoir que le retour n'est pas tellement bon. À moins que ce soit des promo boys, des promo girls qui les distribuent directement aux gens dans les voitures avec des échantillons, ça n'a pas vraiment de sens. C'est une image du spam hein, que vous pourrez avoir par mail, sauf que c'est en direct, flyers, boîte aux lettres. On sent qu'il y a une bonne technique là pour gagner du temps. C'est pas mal du tout. Mais je rejoins tout à fait Salvatore. Tout le monde n'a pas la technique de la dame que je viens de montrer. Et donc, à partir du moment où vous êtes en train de réfléchir sur vos coûts et sur le temps que vous mettez, imprimez, même si vous faites du noir et blanc, même si vous en faites 4 par page ou 6 ou 8 par page, ça a un coût et vous avez l'impression d'avoir une grande quantité de flyers que vous distribuez dans les boîtes aux lettres. En fait, c'est faux. Vous pouvez en imprimer, je sais pas moi, 600 et puis vous dites, ah, je vais aller les mettre moi-même dans des boîtes aux lettres. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, 600, c'est 2 pâtés de maison. Vous avez très vite fait le tour. Donc, en fait, les nombres sont gigantesques quand vous voulez mettre dans du postal et que ça vous a pris une demi-journée de balade et d'ennuiement d'aller glisser vous-même les trucs. Donc, vous pourriez payer quelqu'un d'autre pour le faire, mais alors, il faut le payer, c'est encore de l'argent. Il y a même un service de la Poste qui vous permet de mettre des toutes boîtes et de les distribuer pour vous. Je pense qu'on est de l'ordre du 20 ou 30 centimes par maison. Or, je vous ai dit 600, c'est 2 pâtés de maison. Enfin, on est tout de suite dans des prix exorbitants alors qu'on pense s'éviter des frais importants en faisant ça. Donc, attention à cette technique-là. Pareil, on parle de toute boîte et de flyer. Ceci, c'est 2 fois le même endroit. Hein, c'est la boulangerie près de chez moi qui a une boîte à flyer, carte de visite. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que les gens utilisent la carte de visite pour communiquer dans des zones commerciales de type sandwicherie. Et ce que vous voyez, c'est que l'efficacité, elle est naze. On ne voit pas du tout toutes les cartes de visite qui sont derrière. Elles sont entassées. Moi, je suis là en train d'acheter un sandwich. Je n'ai pas le temps de voir ce qui est écrit. Et finalement, les 2 seules pubs qui ressortent de ce tas-là, c'est les grottes de Remouchant à droite et c'est Immersion à l'étranger à gauche. Pourquoi? Parce que si vous devez distribuer un support de communication dans les lieux commerciaux, oubliez la carte de visite, on reviendra à la carte de visite après. La carte de visite, c'est un objet qui se donne de la main à la main pour donner vos informations. Ici, dans un lieu d'achat, un lieu commercial, c'est le flyer. Dans un flyer, vous avez plus d'espace pour communiquer votre message. Une carte de visite, c'est juste un nom et un contact, on ne voit pas votre message. Donc ça, grosse erreur habituelle. Alors dans les emailing, je pense que j'ai un autre exemple plus tard, Salvatore m'a fait part de ces emails-là. Vous voyez un emailing de Léonidas Soto ici, qu'il avait reçu. Ouais, on est vraiment sur de l'emailing super moche, avec d'ailleurs, je pense qu'au-dessus, c'est une bannière qui a dû être imprimée et rescannée à vue de nez. On est vraiment dans quelque chose qui n'est pas du tout agréable à lire et donc on n'a pas envie de lire. Beaucoup de majuscules, vous voyez, alors je comprends, c'est pour faire ressortir les marques, sauf que n'oubliez pas que la majuscule hein, en typographie, c'est quelque chose qui veut dire « je crie ». Moi, j'ai travaillé avec un autre client qui écrivait la moitié de ses mails en majuscules. C'est comme s'il me criait « viens, 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 viens consommer chez moi », c'est absolument fatigant. Ici, vous avez un autre exemple. Alors, c'est presque du site remis en email, sauf que c'est une image. Donc, ça vous donne envie de cliquer sur nettoyage journalier, nettoyage de fin de chantier. Vous ne pouvez pas cliquer. On est juste que sur
une image JPEG, d'ailleurs elle est mise en attaché du mail. Il n'y a pas de contenu dans l'email, vous voyez qu'il n'y a pas de texte. Ça, c'est important de se rendre compte aussi. Quand vous recevez un email, si votre outil de mailing considère que l'email n'est pas forcément fiable, les images sont cachées. Donc là, vous recevez un truc d'une SPRL, entre parenthèses, @gmail.com, pas très professionnel, qui vous envoie un email, et il n'y a qu'une image, il n'y a pas de contenu, il n'y a pas de texte, si ce n'est dans le titre, et encore le titre ne rappelle pas qu'on est dans la SPRL ProRGAClean, donc beaucoup de choses à améliorer ici. Et ici, autre problème, le Venture Lab, vous voyez, c'est un incubateur d'entreprise qui vous explique comment bien faire une entreprise, et pourtant, les incubateurs sont pas protégés contre les erreurs d'email aussi. Et vous avez un email qui est probablement un email au départ test, vu le nom de l'email, JHG, et pourtant, cet email test a été bien envoyé à toute la mailing list, puisqu'on l'a reçu une deuxième fois avec un vrai titre par après. Donc vous voyez, attention à ce genre de choses-là. C'est une bonne idée de tester ces emails, mais testez-le sur une mailing list test. Voilà. Et je pense que plus tard, il y a un autre exemple d'email où il n'y a pas d'objet, ce qui est aussi un gros problème. Pour terminer avec ça, je vais juste vous toucher à 2 mots de salon des foires commerçantes. Moi, j'ai un client qui a été dans une foire commerçante pour bien faire. Hein. On vous propose de participer à quelque chose. N'oubliez pas que c'était un vendeur de bagnoles par ailleurs. Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'organiser, prendre des voitures, les sortir du showroom, aller mettre 1 ou 2 personnes en permanence à la foire ou au salon où vous êtes, peut-être prendre des roll-up, etc. Donc, c'est tout un investissement en temps qui est important. Vous avez un vendeur qui n'est pas au showroom de la journée. Résultat, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient entre un vendeur de miel pardon, et un vendeur opticien. Il y a eu 2 personnes sur la journée qui sont passées les voies. C'était les commerçants du quartier. Ça part d'une bonne intention, mais ciblez les lieux où vous allez parce que vous allez perdre du temps et ça ne va pas être utile. Et ça va limite handicaper votre travail au magasin si vous n'allez pas aux bons endroits. Donc, dans toutes ces actions-là, c'est du temps, de l'argent, donc pensez bien à les cibler. Ici, c'est juste un exemple pour vous dire que j'entends souvent oui, mais en Belgique, on ne peut pas vraiment se comparer aux autres, etc. Bah, si vous voyez Carrefour Mobile, clairement, sa pub, c'est pour se comparer, 50% moins cher que chez Proximus, Mobistar et Base. Donc, vous avez le droit de vous comparer, y compris en mettant le nom de vos concurrents, pour vous faire connaître. Ici, c'est de la différenciation par le prix, mais vous pourriez faire sur d'autres facteurs de différenciation. Bien sûr que si vous vous comparez sur vos concurrents, 1, ça doit être vrai. Sinon, ça va vous revenir dans la tronche comme un boomerang. Et 2, vos concurrents risquent de mal le prendre et de vous attaquer aussi. Hein. La comparaison la plus connue sur Internet, c'est McDonald's et Burger King qui se font une guerre absolument hilarante, ou bien Coca-Cola et Pepsi qui se font des guerres publicitaires hilarantes. Donc, on a parlé des mass médias et des actions ciblées. On va terminer avec la communication passive ici. Tout ce qui est le lettrage du véhicule, de la vitrine. Donc, c'est important de travailler son lettrage de véhicule si vous en faites un. Bon, ça c'est plutôt pour l'anecdote, mais vous voyez qu'évidemment, il faut penser qu'un véhicule, ça bouge, ça s'ouvre, etc. Donc, pensez bien à ce que ça peut donner quand ça s'ouvre. Ici, c'est moi qui ai pris cette photo-là à Liège. C'est un véhicule où vous avez un code couleur qui est vert et jaune, avec le nom du gars en très gros. Très franchement, moi, ça me fait penser à une boîte qui vend des bananes ou quelque chose comme ça. Or, c'est de l'électricité générale, comme c'est mis en haut à gauche. Donc, au premier coup d'œil, on se demande ce qu'il fait. Il faut creuser pour voir que c'est de l'électricité générale. Les couleurs de l'électricité générale, on peut avoir du jaune, mais on est plutôt dans du bleu, pas dans du vert, quoi. Donc, attention à ça aussi. C'est une autre photo, je me demande si c'est pas toi, Salvatore, qui l'a pris, ou si c'est moi, je ne sais plus. Mais j'aime bien donner cet exemple-là, parce que n'oubliez pas que le lettrage d'un véhicule, on est sur quelque chose qui bouge. Alors, bien sûr qu'il peut rester là devant un bâtiment pendant l'intervention, mais on est quand même que sur des gens qui marchent en rue ou qui bougent en voiture. Donc, il faut que l'information soit très limitée sur le véhicule et qu'on la comprenne tout de suite. Ici, vous avez Altralu. Bon, le nom, on pourrait en discuter. On ne sait pas bien ce qu'ils font. Alors, c'est décrit au-dessus. Châssis, véranda, porte de rue, garage, volet, protection solaire. Ils vous le traduisent en flamand parce que quand même, ça peut être utile. Et ils vont vous noyer d'informations avec où est-ce qu'ils sont situés, avec le téléphone et même le fax. Donc, vous avez le fax sur le véhicule. Autant dire que ça ne sert à rien.
Donc, essayez de limiter l'information que vous avez sur le véhicule, sinon l'information, elle est perdue. Et donc là, on est à l'inverse, dans quelque chose que je trouve assez bien. On a une information qui est très synthétisée. On voit tout de suite ce que c'est. Il y a la croix du vétérinaire, il y a les animaux avec lesquels elle travaille qui sont en silhouette. On sait qu'elle est docteur, on connaît son niveau d'expertise. Il y a son téléphone, il y a l'adresse web. Je trouve que c'est très très bien fait. Le seul petit point positif qu'on aurait pu mettre en plus, c'est de se dire où est-ce qu'elle opère. Parce que, bon, alors, si vous connaissez le lieu vétérinaire de Aar.be, bah, vous dites, ah bah oui, c'est peut-être à Aar qu'elle opère. De fait, c'est là qu'elle opère. Mais peut-être qu'on aurait pu le remettre juste à un autre endroit pour bien cibler. Mais sinon, je trouve que c'est pas mal fait du tout. Ça, c'est un autre que je trouvais assez bien aussi. Maréchal Ferrand, on est sur du travail hyper iconographique avec l'image qu'on se fait un peu médiévale du centaure. Et le centaure, c'est un demi-cheval, donc je trouvais ça pas mal fait du tout. Donc ici, c'est vraiment de tout et n'importe quoi. Une boîte qui est à la fois portugaise, brésilienne, belge, on ne sait pas bien quoi, générale de construction, avec un nom imprononçable, EWAPD, on ne sait pas ce que ça veut dire. L'email, allez-y pour le dicter à quelqu'un. Et puis vous avez ce en portugais et en belge, Dieu est fidèle. Ça n'a rien à faire sur une bagnole. Donc ici, je pense qu'on est vraiment dans un truc un peu catastrophique en termes de lettrage. Donc ça, c'était pour les véhicules. Pour les vitrines, ben ici, c'est plutôt bien trouvé, les Sœurs Saveur, puisque leur magasin, il est là sur la droite tout au fond. Et donc, il fallait travailler la visibilité du magasin pour qu'on sache qu'il existe. Il fallait le travailler jusqu'à la rue, puisqu'il est vraiment intriqué en deux bâtiments. Et donc, c'est très malin d'avoir fait revenir des plantes, d'avoir vraiment travaillé sur leur image de marque jusque dans la rue. Donc ça, je trouvais que c'était vraiment intéressant à faire. Ici, c'est une photo que j'ai prise, je ne sais plus où, mais simplement pour vous dire, vous ne pouvez pas dire qu'il y a des offres du jour, moins 10, moins 40%, et l'écrire en, en, en dur sur votre vitre. Il faut être cohérent par rapport à ce que vous dites avec le client. Donc, un today discount ne peut pas être écrit en moins 10, moins 40. Si c'est la promotion du jour, ça doit être un panneau du jour, évidemment. Donc, il faut une cohérence dans vos écritures. Le point galère, c'est juste pour vous dire qu'aujourd'hui, on peut travailler sur des modules qui sont déplaçables et on peut aller chercher du public ailleurs que dans un magasin qui est fixe et qui est implanté derrière une vitrine. Vous pouvez aussi avoir des points de vente comme ça. Bon, je pense que clairement ici, vous voyez une vitrine qui est absolument catastrophique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils font? Il y a une canette de coca. Enfin, franchement, on se demande si c'est pas un peu une déchetterie, ce qui se passe là derrière. Donc, c'est absolument cata. Vous parlez de cohérence juste avant. Vous voyez le salon main d'œuvre haute coiffure mixte. Vous ne pouvez pas avoir le mot haute coiffure mixte qui est collé presque au scotch sur une vitre. Enfin, le positionnement de la marque ne va pas du tout avec ce qu'ils essaient de faire passer comme message. J'en ai bientôt terminé avec les vitrines, juste pour vous dire qu'ici, il y a quelque chose que je déteste absolument, qui est quelqu'un qui a mis lunch break, je suis de retour dans 25 minutes. Mettez-vous à la place du client, ça veut dire quoi 25 minutes? Je ne sais pas, moi, quand vous êtes parti, dites une heure où vous revenez. Votre client, il ne va pas attendre 25 minutes en se disant « Ah bah oui, peut-être qu'il revient dans 25 minutes ». Est-ce que vous êtes parti il y a 24 minutes et vous revenez la minute d'après? Est-ce que c'était il y a un quart d'heure, vous êtes là dans 15 minutes? Dites simplement l'heure à laquelle vous revenez, c'est vachement plus simple. Alors à droite, vous êtes ici chez Manpower. C'est pas bête de mettre, je ne sais pas comment on appelle ces revêtements flous sur les vitres, et de mettre un écran derrière pour le faire interagir. Vous avez l'intérieur qui interagit avec l'extérieur. Ça peut donner de la profondeur, c'est intéressant. Et votre écran, vous pouvez le mettre à jour en fonction de ce qui se passe. Donc c'est vachement intéressant de faire ça. Mais du coup, il faut évidemment travailler. Il faut aller jusqu'au bout. Là, on se trébuche avant la ligne d'arrivée. On a tout fait bien. Il y a l'écran, il y a tout qui est flouté autour. Et boum, avant la ligne d'arrivée, on ne centre pas l'écran sur le trou. C'est quand même complètement dommage. Ça, j'ai pris ça dans le sud de la France. Ils font des bagels. Je trouvais que c'était intéressant parce que sur la vitrine, ils essayent vraiment de travailler 100% frais, préparé sous vos yeux. Donc, on est vraiment sur le positionnement de la marque est intéressant. Free Wi-Fi pour les filles, ça me fait toujours marrer. Je trouve que c'est
aller, à nouveau, c'est du positionnement de marque, d'amener de l'humour, etc., dans le lettrage de la vitrine. Donc, je trouvais ça très, très bien fait. Et effectivement, le plan de travail est visible depuis la rue. Donc, on est bien en train de travailler sous vos yeux. Autre vitrine, ici on est dans de l'optique, on est sur une mise en scène aussi qui est intéressante, très rétro, très vintage. Ça fait partie du positionnement de le travailler au travers de la vitrine. Toujours dans les lunettes, pour les enfants, ben, clairement, on a beaucoup d'étudiants hein, dans nos opticiens Salvatore qui parlent de positionnement pour les enfants et puis finalement qui font pas grand-chose de différent pour les enfants. Ben là, on est clairement sur quelque chose qui est ciblé et je trouvais ça intéressant. Et pour terminer, ben, de Rouen, j'ai pris cette photo-là à Madrid. On est sur on est quelque chose d'hyper positionné, hyper culture, hyper art, sauf qu'en fait, on en oublie de montrer ce qu'on fait réellement. Et là, vous êtes sur un salon de coiffure qui, quand vous passez dans la rue, vous n'avez pas l'impression que c'est un salon de coiffure. Est-ce que c'est un café? Est-ce que c'est une galerie? On ne sait pas. Il faut presque rentrer dedans pour se rendre compte que c'est un salon de coiffure. Donc, je terminerai, on a parlé de partenariat et de communiquer avec vos partenaires. Bah, c'est une très belle action que fait Watch, Smell, Taste and Having Fun, hein, qui est un magasin de liqueurs et d'alcool, un spécialiste là-dedans à Liège, qui communique sur son partenariat avec Posca, qui vient faire ses vitrines et qui vient faire ses tableaux intérieurs. Donc, je trouve que c'est à la fois chouette de pouvoir communiquer sur le partenariat et de mettre en avant ce travail qui est de faire des vitrines. Et de la peinture de vitrine, ce n'est pas un travail qu'on voit tous les jours. Pour les vêtements de travail, bah, vous voyez que effectivement, on a deux personnes qui font exactement la même chose. Vous avez le même four derrière, limite les mêmes baguettes ici devant. Et pourtant, à gauche, vous avez le gars en t-shirt et en tablier. On est clairement plus dans votre boulanger de quartier. Et ce gars a l'air sympa, hein, je dis pas, mais c'est très bien pour les quartiers. Puis à droite, vous avez le costume qui se ferme, plutôt le pâtissier, l'expert. Et je ne dis pas que le pain à droite sera meilleur, je dis juste que son positionnement en termes d'image donne une impression plus haut de gamme et que donc il est vraisemblable que la baguette chez lui, de par le travail de l'image, coûte plus cher que la baguette à gauche. Et je ne vous dis pas qu'elle sera meilleure et je ne vous dis pas qu'il faut faire ça. Je vous dis juste que les vêtements de travail participent à l'image de marque que vous voulez donner. Idem, hein, si vous travaillez sur chantier, si vous arrivez propre ou sale, ça va faire une grosse différence par rapport à l'image de marque que vous donnez au client. Si vous arrivez sale, bah, peut-être que vous êtes déjà en train de salir sa maison alors que c'est encore qu'un prospect. Donc, tout ça est très important. Donc, le message à retenir de ce qu'on vient vous dire, c'est soyez cohérents. Parfois, il vaut mieux investir dans un peu de linge, de vêtements, d'avoir une bonne carte de visite, d'avoir un beau lettrage, que d'avoir des flyers, de se lancer dans la conception d'un site web. Parfois, ce n'est pas ce qu'il faut. Donc, réfléchissez qui est votre cible, qui sont les gens que vous voulez contacter, quel est votre message. Et quand vous êtes un peu perdu, en fait, revenez au basique. Dites-vous, je suis sur chantier ou je suis sur pédicure médicale. Ben, dites-vous que votre corps représente déjà votre société. Alors, investissez plutôt uniquement dans du linge et dans le carreau arrière de votre voiture avec un petit lettrage bien fait. Limitez-vous si vous ne voulez pas trop dépenser. Et trop souvent, on voit l'inverse. On voit des gens qui commencent par faire un magazine, faire un site web, passer beaucoup de temps sur des flyers, un roll-up ou un beach flag. Et in fine, ce n'est pas vraiment ça qu'il faut. Je prends un exemple. J'avais des garagistes comme clients. Ils misaient beaucoup sur du beach flag. Ils misaient beaucoup sur les porte-cartes, les porte-plaques c'est ça un beach flag, hein, juste pour ça, c'est un beach flag pour ceux qui ne voient pas ce que c'est. Mais par exemple, ils n'avaient pas de vêtements adaptés. Et donc, je me dis, bah, c'est bête parce qu'en fait, quand le client rentre, il voit le vendeur, il voit les patrons et ils n'ont qu'un polo, ils n'ont rien de standard. Par contre, on investit sur des énormes beach flags à l'avant. Je me dis que c'était peut-être plus utile ils avaient une dépanneuse, ils avaient des véhicules non lettrés, des grands beach flags et aucun vêtement. Ben, il y avait peut-être moyen de réinvestir l'argent un petit peu différemment. Tout à fait. Voilà un petit peu en résumé tout ce qui vient d'être dit.
Et n'oubliez pas votre message, hein, ça ne sert à rien de mettre un nom. Le nom d'entreprise, à part s'il est hyper parlant, ne sert à rien. C'est parce que vous connaissez tous Hugo Boss. Mais si on ne connaît pas encore Hugo Boss, on ne sait pas ce qu'ils font dans la vie, et vous voyez juste un sac passer Hugo Boss, on ne sait pas ce que c'est. Vous êtes en création de notoriété. Il faut qu'on sache que vous existez, mais il faut qu'on sache ce que vous faites. Donc, pensez bien aux messages qui accompagnent les communications extérieures qui vont passer, parce que juste voir Hugo Boss passer, ça ne dit rien. D'accord? Donc vous, maintenant, ça dit, parce qu'on sait tous ce qu'ils font. Mais au début, il faut qu'on comprenne ce que vous faites. Autre message qui a été délivré par tous les exemples que Sylvain vient de donner, toutes les choses chouettes qu'on vient de vous donner, en fait, retenez qu'il s'agit de mise en scène. Toutes les vitrines qui ont été présentées, elles sont chouettes parce qu'il s'agit d'une mise en scène. Vous vous mettez en scène pour représenter votre personnalité. Et ça, il n'y a pas de message plus percutant. Quand on voit la machine à café dans le magasin d'optique, ben, ça donne une touche, ça donne quelque chose, un cachet. Quand on voit du bois ou un comptoir en bois, ça donne un cachet. Quand on voit pour les enfants, on met des petits bouts, ben, ça fait directement pouponnière, ça, on a une petite voiture en bas. Donc tout ça, ce sont des mises en scène. D'accord? Et même quand vous êtes dans des industries, que ce soit de services ou pas, il y a une mise en scène quelque part à avoir. Si je prends moi mon cas de fiduciaire, on s'attend que quand on va dans une fiduciaire, physiquement, on voit une plaque. On a une image corporate. Je ne vais pas commencer à mettre des petits bouts dans mon bureau. Je ne vais pas commencer à avoir des couleurs pastel. Je vais avoir une image un peu corporate, un peu sérieux, parce que le métier exige ça. Et que si je mettais d'autres symboles, je commencerais à brouiller mon message en disant, mais est-ce que vous êtes sérieux, monsieur? Hein, si je commence à mettre du jaune et du vert à la rasta, on va se dire, je suis où ici? Sauf si mon public, c'est uniquement des Afro-Belges avec des rastas et que je veux vraiment cibler ce public-là, je loupe le coche. Donc, la cohérence, l'investissement dans ce qui a le plus d'impact, ce qui est le plus facile, et un travail qui est du bon sens agricole. Sylvain fait bien de repasser par là sur les sœurs saveurs. C'est du bon sens agricole. Elle ne pouvait pas mettre une enseigne lumineuse, elle ne pouvait pas commencer à taguer le trottoir, donc il n'y a pas 50 000 choix. Donc il faut être intelligent, mais évidemment, je ne peux pas aller attaquer le pignon mitoyen de la maison sans demander l'autorisation de mon voisin. Et autant elles ont été super smart là-dessus, autant là où elles ont peut-être fait une erreur, c'est, je vous parlais du bon outil au bon endroit, elles ont eu, et pourquoi pas, elles ont fait un truc qui est assez sympa, sur leur site web, vous pouvez visiter tout l'intérieur de leur magasin en 3D. Et l'accès à leur site web est facilité par un QR code, ce qui a été très à la mode tout un temps. Vous scannez le QR code, vous arriviez sur leur site web et vous pouviez visiter l'intérieur du magasin. Jusque-là, pas de problème. Mais la question à se poser, c'est ce QR code. Sur quel support de communication je le mets? Est-ce que je le mets sur des flyers? Est-ce que je le mets? Bon, tout ça est possible. Et elles ont choisi de mettre ce QR code à l'entrée de leur magasin, sur la porte que vous voyez là. Vous la voyez tout à droite, donc on a déjà fait, je ne sais pas moi, 10 mètres, 15 mètres entre deux maisons pour arriver à la porte. Vous arriviez à la porte, il y avait ce QR code. Sur le menu du restaurant, de la sandwicherie, il y avait ce QR code. Pourquoi pas? Mais sauf que ce QR code vous renvoie sur un site qui vous fait visiter le magasin. Mais vous y êtes déjà. Et donc, c'est ça que je vous dis, il faut une cohérence dans ce que vous mettez et où vous le mettez. Le QR code à la visite du magasin, pourquoi pas? Mais il faut le partager à l'extérieur du magasin. Si vous mettez une visite virtuelle du magasin à des gens qui sont déjà à l'entrée du magasin ou dans le magasin, là, ça perd évidemment de son efficacité. Donc pensez bien, le bon outil au bon endroit. Aujourd'hui, être connu, c'est être connu en ligne. Et pour être connu en ligne, c'est le SEO, c'est-à-dire Search Engine Optimization, c'est-à-dire le référencement. Par rapport à une recherche spécifique, est-ce que j'arrive haut dans Google?
Il y a une blague d'informaticien qui dit « Où cacher un cadavre ?» en page 2 de Google. Pourquoi? Parce que c'est là où les gens vont jamais regarder. Donc, par rapport à des recherches spécifiques, essayez de remonter dans les recherches, dans ce que va vous proposer Google. C'est un métier vraiment compliqué d'arriver en haut dans Google. Il y a plein de choses à respecter. Soit vous payez Google pour que votre site ou votre page soit mise en premier avec le sous-titre annonce, soit vous ne payez pas et vous cherchez à avoir du référencement qu'on appelle organique, c'est-à-dire de par l'existence de mon site et comment il est construit, il est situé en haut des recherches Google. Ça, il faut respecter toute une série de règles. Et elles changent régulièrement. On parle des algorithmes Google, c'est-à-dire les règles que Google choisit pour décider qu'un site sera plus ou moins haut, plus ou moins bas. Je vais déjà vous en donner deux, trois, parce que d'abord, ce n'est pas ma formation, ce n'est pas mon expertise, mais je crois que c'est déjà intéressant pour vous de le savoir. Votre site doit être responsive. Si votre site n'est pas responsive, il ne va pas être classé en Google. Qu'est-ce que ça veut dire responsive? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on navigue plus que sur des ordinateurs, mais on navigue aussi sur des téléphones portables, on navigue sur des tablettes, etc. La taille des écrans change. Si vous mettez votre téléphone comme ça ou si vous le mettez comme ça, l'écran n'est pas de la même façon. Et le site doit réagir à ça. Les blocs de texte, d'images doivent se réagencer en fonction de la taille de votre écran et de la direction de votre écran. Si ce n'est pas le cas, votre site va descendre dans les recherches Google. Parce que le but de Google, c'est d'offrir à ses clients, c'est-à-dire les gens qui utilisent le moteur de recherche, la meilleure expérience possible. Donc, votre site doit aujourd'hui être responsive. Si vous avez un vieux site ou si on vous propose un bête site qui n'est pas responsive, ne le faites pas, ça ne sert à rien par rapport aux recherches de Google. Deuxième règle, Google veut que les gens qui l'utilisent aient de l'information pertinente. Pour qu'elle soit pertinente, il faut qu'elle soit mise à jour. Ça veut dire que votre site doit être mis à jour régulièrement. S'il n'est pas mis à jour régulièrement, Google se dit bah, c'est plus de l'information pertinente, elle est vieille. Alors qu'elle est peut-être toujours pertinente, hein. Vous avez juste rien mis de neuf, parce qu'il n'y a rien de neuf. Votre site, vous le voyez peut-être juste comme une vitrine, et puis vos informations de contact, etc. Sauf que pour Google, c'est important. Donc, n'oubliez pas de mettre une zone news ou blog que vous allez essayer d'alimenter régulièrement pour montrer à Google qu'il y a du nouveau contenu qui se met sur votre site. Et puis, n'oubliez pas de vous mettre dans la tête de quelqu'un qui recherche une information. Et cette information, ces mots-là, doivent se trouver sur vos différentes pages. Si je cherche un bon boulanger à Herve, eh bien, les mots bon, boulanger et Herve doivent se retrouver plus ou moins dans cet ordre-là sur les pages que vous voulez qui ressortent dans Google. Si en plus vous pouvez les mettre en gras, si en plus vous pouvez mettre des liens, je ne rentre pas dans ces détails-là, mais n'oubliez pas de faire du contenu qui répond à ce que les gens vont chercher. Et n'oubliez pas que si vous vous appelez Briole Peinture, évidemment qu'en cherchant Briole Peinture, il y a de fortes chances qu'on tombe sur votre site. Mais ce n'est pas ce que les gens vont chercher. Les gens vont avant tout chercher un bon peintre avec des produits écologiques dans la région de Herstal. Voilà, donc pensez bien, mettez-vous dans la tête du client, qu'est-ce qu'il va rechercher en ligne, et c'est là-dessus que vous allez devoir travailler votre référencement. Pour aller plus loin, alors on a plusieurs ressources que je vous ai mis à votre disposition. Je vous ai parlé de SEO, donc il y a pas mal de ressources ici sur le SEO. C'est quoi le SEO? Pourquoi est-ce important? C'est vraiment clé aujourd'hui. Donc, allez chercher ici, c'est un article en PDF qu'on a mis sur le Drive à partir du Prési qu'il y a en ligne, ou bien vous vous amusez à retaper l'adresse qui s'affiche devant vous. C'est quoi le SEO? Je vous l'ai expliqué en deux mots. Pourquoi est-ce que c'est important? Allez vérifier ça. Et donc, par rapport au SEO, il y a toute une série ici d'informations qui sont les informations qui sont vraies aujourd'hui entre 2018 et 2020. Elles ne le seront peut-être pas dans 5 ans. Les campagnes AdWords, qu'est-ce que c'est, comment on les fait et quelle est l'importance de ça? AdWords, c'est le fait de sponsoriser votre site sur Google pour qu'il remonte dans le classement sponsorisé. Avant, on pouvait facilement identifier les sites qui étaient sponsorisés parce qu'ils étaient entourés d'une certaine couleur, etc. Aujourd'hui, Google a fait le choix de les mettre exactement dans le même format que les autres, si ce n'est qu'il y a le petit mot annonce qui est en gras en dessous. En tout cas, c'est ce qui est vrai aujourd'hui en 2020, mi-2020. Intéressant aussi de se poser la question, est-ce que je dois sponsoriser quoi, comment?
Et n'oubliez pas que c'est toujours du contenu que vous sponsorisez. Sponsorisez juste un site, pourquoi pas, mais par rapport à quelle recherche? Donc, posez-vous toujours la question de la recherche. Comment s'assurer que vos emails ne tombent pas dans une boîte de promotion? Aussi, une thématique très très clé, à partir du moment où vous voulez faire de l'emailing, on a parlé d'emailing tout à l'heure. Si vous avez une boîte, par exemple Gmail, vous savez que Gmail il y a une intelligence artificielle qui va pré-trier les emails avec les emails de contenu, les emails de réseaux sociaux, les emails de promotion, etc. Ça serait ennuyant que votre email tombe dans la boîte promotion, puisque ce que vous voulez éviter, c'est que les gens ne le lisent pas. Or, très souvent, la boîte de promotion, on ne l'ouvre pas, ou alors on l'ouvre de temps en temps, on sélectionne tout et on met tout à la poubelle. Donc, très intéressant de se poser la question sur comment faire pour que mes emails ne tombent pas dans cette fameuse boîte promotion ou dans la boîte spam, ce qui est encore pire, évidemment. On a une série de ressources qui sont plus axées sur me faire connaître en ligne. Je vous invite, si vous voulez aller plus loin, à les consulter.